Imaginez la scène. Un voleur notoire, recherché dans plusieurs états, apparaît dans la rue en plein jour. Les gens le reconnaissent et le saluent. Il soulève son chapeau et dit « Bonjour, comment ça va? Je vais braquer la banque du coin. » Ses compagnons lui souhaitent bonne chance et lui lancent « Vas-y, fonce !» Et non, ce n'est pas une scène tirée d'un film comique, c'est une histoire vraie tirée de la vie d'une personne bien réelle. Il s'appelait Charles Floyd, mais vous l'avez peut-être aussi entendu sous le nom de Pretty Boy Floyd. Son nom a été entouré de rumeurs et de légendes au point qu'il est parfois difficile de distinguer la réalité de la fiction. Qui était Charlie Floyd? Un tueur impitoyable ou le Robin des Bois de la Grande Dépression? Comment un simple garçon de ferme est-il devenu célèbre dans tous les États-Unis? Comment l'un des gangsters les plus recherchés a-t-il réussi à donner une véritable interview? Vous apprendrez tout cela et bien plus encore ici. Découvrez Charles Pretty Boy Floyd du mauvais côté de la loi. Charles Arthur Floyd est né le 3 février 1904, deuxième fils et quatrième enfant de Walter et Mamie Floyd. Il est né dans la communauté de Folsom, dans le comté de Bartow, en Géorgie, où la famille vivait depuis des générations. Bébé, Charlie a souffert d'une grave pneumonie, mais il a survécu. Il a grandi dans une ferme typique du sud des États-Unis au début du XXe siècle, sous l'autorité d'un père strict et d'une mère pieuse. Peu après la naissance de Charlie, la famille quitta Folsom pour s'installer à Adairsville. Puis, au début de l'année 1911, alors que Charlie avait 7 ans, les Floyd ont décidé de quitter définitivement la Géorgie. Bien que les politiciens et les médias prédisaient à l'époque un renouveau du Sud, Walter trouvait que le processus avançait bien trop lentement. Le père de Charles décida qu'un avenir meilleur les attendait en dehors de l'État et jeta son dévolu sur l'Ouest. Walter envisagea d'abord le Texas, mais se décida finalement pour l'Oklahoma, un État aux terres fertiles. Le fait que des membres de la famille Floyd et certains de leurs amis y vivaient déjà fut déterminant. Après avoir vendu leur maison et leur bétail, les Floyd ont dit au revoir à la Géorgie et sont montés dans un train. Leur destination était la ville de Hanson, dans le comté de Sequoia, en Oklahoma. Mais une mauvaise surprise attendait cette famille pleine d'espoir. En effet, en 1910, un incendie avait ravagé la ville. Des proches avaient prévenu Walter, mais il n'a pris conscience de l'ampleur du problème qu'en voyant de ses propres yeux les fondations calcinées et les maisons vides. Mais le père de Charles n'abandonna pas. Walter loua des terres dans la région vallonnée voisine de Cookson Hills et se lança dans l'agriculture. Peu à peu, il acquit des chevaux, des vaches et de la volaille. Les Floyd commencèrent à cultiver du coton, du maïs, du foin et du sorgho dans leurs champs. Et bien sûr, tous les enfants participaient activement au travail. C'est là que Floyd commit son premier délit. Charlie avait alors 10 ans et vola des biscuits. Il fut surpris dans une ruelle près d'un magasin alors qu'il mangeait son butin. Finalement, rien de grave n'est arrivé au garçon. On lui a fait la leçon sur les méfaits du vol et on l'a laissé partir. Cependant, Charlie a retenu la leçon et n'a plus jamais été pris. En 1916, la famille Floyd a quitté Hanson pour Atkins, une autre communauté agricole. Une fois de plus, les Floyd se sont facilement intégrés à la vie locale. Ils cultivaient la terre et élevaient du bétail et de la volaille. En plus de travailler dans les champs loués de Cookson Hills, Walter occupait un second emploi comme ouvrier routier et vendait de l'alcool de contrebande. À l'adolescence, l'école avait perdu tout son attrait pour Charlie, car son chemin dans la vie semblait déjà tout tracé. L'agriculture, la fabrication d'alcool de contrebande, l'église et une vie familiale tranquille. Son entourage n'attendait rien de plus de lui. Cependant, Charlie avait d'autres projets. Il rêvait de voir les rues de la ville, des filles bien coiffées et élégamment vêtues, et de mener une vie facile avec tous les avantages de la civilisation. Ascenseur, salle de bain, électricité et restaurant. Chuck Floyd, comme l'appelaient ses concitoyens, rêvait de s'échapper des champs de maïs et de coton à perte de vue dès l'âge de 13 ans. Peu après, il abandonna sa houe, fit ses valises et partit pour la ville à la recherche d'un emploi. Charlie se dirigea vers l'ouest, travaillant dans les champs pour économiser de l'argent en vue de sa nouvelle vie citadine. Au début de l'année 1921, sa famille apprit que Charlie s'était installé dans une pension bon marché à Wichita, dans le Kansas. La rumeur disait qu'il avait l'intention de suivre une formation de coiffeur, mais s'il s'y est jamais mis, il a rapidement abandonné. En réalité, les Floyd savaient peu de choses sur la vie de Charles à Wichita. Ce fut l'une des périodes les plus mystérieuses de sa vie. Tout ce qu'ils comprirent à son retour, quelque temps plus tard, c'est qu'il était clairement tombé dans la mauvaise compagnie, et ils avaient raison.
En 1921, Charlie Floyd rencontra John Callahan, un personnage haut en couleur de Wichita, connu pour être l'un des receleurs et contrebandiers les plus prospères du Midwest. Floyd travailla quelque temps pour Callahan, l'aidant à faire passer de l'alcool illégal. Pour ceux qui ne le savent pas, la prohibition était en vigueur aux États-Unis durant toute la décennie 1920. Cependant, Floyd ne resta pas assez longtemps au Kansas pour s'attirer de sérieux ennuis. Il n'y a aucune trace d'une arrestation dans les rapports de police de Wichita. Les vieux flics savaient qu'il aidait Callahan, mais ils ne le considéraient pas comme une menace sérieuse. En 1922, à la veille de son 18e anniversaire, Floyd est rentré chez lui dans l'Oklahoma pour une raison inconnue. Sa famille était heureuse de le revoir, et tout le monde aimait écouter ses récits d'aventure. Mais ils ne pouvaient s'empêcher de remarquer à quel point leur Charlie avait changé. Il voyait désormais la vie différemment. Ses rêves de réussite dans la grande ville s'étaient évaporés, mais la perspective de retourner à la ferme ne l'attirait pas davantage. De retour à son point de départ, Charles a essayé de remettre sa vie sur les rails. Cependant, seuls les jeux de dés et de poker nocturne lui rapportaient un revenu. Charlie avait clairement appris quelques astuces de ses amis à Wichita, ce qui l'aidait à rivaliser même avec des joueurs expérimentés, surtout lorsqu'ils étaient détendus, après quelques verres de whisky. Cependant, un jour de mai 1922, la chance tourna. Ses astuces habituellement fiables n'ont pas fonctionné et il a tout perdu. Floyd et ses amis avaient besoin d'argent pour se remettre dans le jeu, alors ils ont eu une idée. La nuit, les garçons s'introduisirent dans le bureau de poste local, entrèrent à l'intérieur et prirent des bocaux remplis d'argent destinés à l'achat de timbres. Ils sortirent les bocaux par la fenêtre et disparurent rapidement, pensant que ce qu'ils avaient fait n'était qu'une petite plaisanterie. Il faisait noir et ils ne pouvaient pas compter combien ils avaient volé. En réalité, le montant volé s'élevait à plus de 350 $, une somme importante pour l'époque. Inutile de dire que le lendemain matin, la nouvelle du vol s'est rapidement répandue dans toute la ville et les fermes environnantes. Lorsque la bande de Charlie a réalisé ce qu'elle avait fait, il était trop tard pour réparer les dégâts. Pris de panique, les jeunes hommes ont décidé de se débarrasser des preuves et ont jeté l'argent dans un puits situé sur la propriété du grand-père de Chuck, Charles Murphy Floyd. Cependant, la police locale n'avait pas besoin d'être particulièrement brillante pour comprendre qui avait commis le vol. Charlie et ses amis étaient les principaux suspects dès le début. Ce qu'ils avaient fait était un crime grave impliquant le vol d'argent à une institution fédérale américaine. Les autorités locales ont donc fait appel à des agents fédéraux. Heureusement pour Chuck, son père a réussi à trouver un terrain d'entente avec les agents venus enquêter. Comme lui, ils étaient mormons et a fourni un alibi à son fils. Cette fois-ci, la punition a été évitée, mais cela a beaucoup secoué Charlie. Après cet incident, il est devenu plus modéré dans ses parties de jeu, et de toute façon, il n'avait pas le temps de s'amuser. Une période romantique allait commencer dans la vie de Charles Floyd. Il a jeté son dévolu sur Ruby Hartgraves, une jeune fille de 17 ans, issue d'une famille d'agriculteurs tout aussi pauvre, et Ruby a répondu à ses sentiments. Après plusieurs mois de relation, la jeune fille s'est retrouvée enceinte. Charlie, qui vivait alors avec son frère Bradley et gagnait modestement sa vie dans les champs, a gardé son sang-froid et a décidé que le mariage et la paternité l'aideraient à se stabiliser. Lui et Ruby se sont rendus au tribunal du comté de Sequoia et ont obtenu une licence de mariage. Un mois plus tard, ils ont célébré un mariage modeste. 6 mois après, le 29 décembre, Ruby a donné naissance à un garçon. Charles l'a nommé lui-même, ignorant les objections de tout le monde. Son prénom était Charles, comme son père, et son deuxième prénom était Dempsey, comme le boxeur que le jeune Chuck admirait autrefois. La plupart des Floyd ont ensuite simplement appelé le garçon Dempsey. Tous ces événements rendirent Charles heureux, mais les réjouissances furent de courte durée, car il devait subvenir aux besoins de sa nouvelle famille. Au printemps de cette année-là, Charlie, son père et son frère aîné préparèrent leurs champs pour y planter du coton, puis semèrent du maïs. Mais Charlie n'était pas destiné à récolter les fruits de son travail. Il n'était pas non plus destiné à fêter Noël avec ses proches. Peu après que Ruby et Chuck aient célébré leur premier anniversaire de mariage, il fut à nouveau submergé par l'angoisse. Il aimait profondément sa femme et le petit Dempsey et ne voulait pas les quitter, mais il estimait qu'il méritait mieux que ce qu'il pouvait leur offrir en travaillant à la ferme. Il prit sa décision, fit ses valises et annonça à sa famille qu'il partait à nouveau travailler, peut-être au Kansas ou même au Missouri. Charles rêvait que sa femme et son fils aient tout ce qu'il désirait. Pendant tout ce temps, il travailla aussi dur que n'importe qui, mais, comme Ruby le rappela plus tard, il ne voyait presque jamais d'argent, alors que les garçons du voisinage en avaient beaucoup. Charlie refusait d'accepter cette situation.
Il partit et après un certain temps, Ruby commença à recevoir de l'argent de sa part sans savoir d'où il provenait. Les connaissances de Charlie affirmaient qu'il avait trouvé du travail dans les champs, mais Ruby savait que ce n'était pas vrai. Personne ne pouvait gagner autant d'argent aussi rapidement en travaillant la terre. La vérité était qu'à l'automne 1925, Charles Floyd avait quitté Cookson Hills, emportant avec lui des photos de Ruby et Dempsey, ainsi qu'un pistolet à crosse en nacre qu'il avait obtenu du père de son ami en échange de 5 gallons d'alcool de contrebande. Il fut bientôt rejoint par un compagnon de voyage à la réputation douteuse, nommé Fred Hildebrand, surnommé le Sheik. Sans le sou, Charlie et Fred montèrent clandestinement à bord d'un train de marchandises qui les emmena de l'Oklahoma au Missouri. En chemin, ils rencontrèrent parfois des vagabonds qui partageaient leur nourriture avec eux, les sauvant ainsi de la famine. Charlie et Fred traversèrent les montagnes Ozark pour se rendre à Saint-Louis, où ils passèrent plusieurs semaines avant de faire demi-tour. De retour dans leur région natale en septembre, les deux hommes attirèrent immédiatement beaucoup d'attention et de suspicion. Les jeunes hommes qui étaient partis presque sans le sou sont revenus au volant d'une Studebaker flambant neuve. Ils fumaient des cigares coûteux et portaient des costumes et des chapeaux à la mode. Il ne leur manquait plus qu'un badge hors la loi certifié pour que la vérité soit complètement évidente. L'un des premiers à les voir fut l'adjoint du shérif Bert Cotton, qui connaissait bien tous les Floyd et était même ami avec eux. Cotton a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas et, avec le chef de la police J.C. Wall, il a arrêté la Studebaker pour interroger Chuck et son ami. Charlie et Fred ont essayé de s'en tirer avec des explications vagues, mais cela n'a pas fonctionné. Cotton a trouvé 2 liasses de billets, chacune contenant $1000, toutes dans des enveloppes bancaires provenant de la succursale de la Tower Grove Bank à Saint-Louis. Peu après, Charles Floyd et Fred Hildebrand se sont retrouvés dans une prison à Salisaw. Le soir même, des rumeurs concernant le retour de Charlie et de sérieux ennuis parvinrent à ses proches. Le lendemain, la police appela la Tower Grove Bank, qui leur conseilla de contacter la police de Saint-Louis. Une conversation avec des collègues clarifia la situation. Il s'avéra que le vendredi 11 septembre, 3 hommes armés avaient attaqué des convoyeurs de fonds dans cette ville, volant $12 000 destinés au paiement des salaires d'une entreprise locale. Le 16 septembre, Charlie Floyd et son complice présumé, accusés de vol, furent renvoyés à Saint-Louis pour un interrogatoire complémentaire. Ce fut un jour triste pour la famille Floyd. Cette fois, Walter ne put rien faire pour aider son fils. Comme le rappela la femme de son frère, le jour de leur séparation à la gare, les mains et les pieds de Chuck étaient entravés par de lourdes chaînes. Même s'il essayait de plaisanter, tout le monde pouvait voir qu'il était profondément effrayé. Le train arriva bientôt et les policiers et les prisonniers montèrent à bord. À ce moment-là, Charlie comprit probablement que sa vie allait être divisée en un avant et un après. Il n'était plus un simple garçon de la campagne ni un jeune père de famille. À partir de ce moment-là, Charles Floyd était un criminel. Le 17 septembre 1925, un train en provenance de Salisaw l'emmena à Saint-Louis, où Charles et son ami furent mis en prison. Les interrogatoires intenses qui avaient commencé à Salisaw se poursuivirent. Chuck nia obstinément sa culpabilité, mais Fred Hildebrand se révéla plus facile à faire parler. Non seulement il admit son rôle dans le vol du 11 septembre, mais il désigna également Floyd et un certain Joseph Alvati comme ses complices. Les policiers qui se rendirent à l'épicerie où vivait Alvati trouvèrent une valise contenant les $2311 volés. Au cours de l'interrogatoire, Alvati avoua son implication dans le vol et déclara avoir rencontré Hildebrand et Floyd début septembre lorsqu'ils avaient établi leur campement sur la rivière Meramec, où ils avaient également flirté avec 2 filles de la région. Après avoir passé plusieurs mois en prison, Charles a finalement comparu devant le tribunal de district le 8 décembre 1925. Sa comparution n'était qu'une formalité. Charles avait depuis longtemps décidé de plaider coupable et de purger sa peine, ce que les 2 parties savaient. Ce à quoi Charlie n'était pas préparé, en revanche, c'était la peine qu'il allait recevoir. Le juge le condamna à 5 ans dans un pénitencier d'État à Jefferson City. Ce n'était pas une peine particulièrement lourde pour un voleur, surtout si l'on considère que son ami Hildebrand avait été condamné à 3 ans de plus. Mais Charlie fut terrifié lorsqu'il réalisa qu'il avait 1825 jours devant lui, engloutis dans le néant. La prison où il se retrouva comptait plus de 3000 détenus et leur nombre ne cessait d'augmenter. La vie était une sorte de jeu de survie. Une journée de travail de 12 heures était la norme, tant pour les détenus que pour les gardiens. Les châtiments corporels étaient considérés comme un moyen acceptable de maintenir la discipline. Résigné à passer les 5 prochaines années dans de telles conditions,
Charlie a mis au point une stratégie qui lui a permis d'éviter des ennuis supplémentaires. Il ne se mêlait pas des affaires des autres, était respectueux envers les gardiens et évitait tout contact avec les violeurs et les informateurs. En prison, Charlie a réussi à travailler à la cuisine, à l'atelier et à la ferme, et s'est fait de nombreux amis. Dans l'ensemble, il a laissé une bonne impression, mais il n'était pas pour autant un saint. Son casier judiciaire mentionne un incident au cours duquel il a agressé un gardien et des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait été impliqué dans un trafic de drogue. Comme beaucoup d'autres détenus, Charlie a tiré des leçons de son séjour en prison. Et il ne s'agit pas seulement de repenser ses valeurs, mais aussi d'acquérir quelques compétences pratiques. La prison comptait de nombreux voleurs expérimentés, cambrioleurs et autres professionnels du crime. Floyd était heureux d'écouter leurs conseils sur divers sujets et d'apprendre de leur expérience, pour ainsi dire. Il n'y avait aucune bonne nouvelle du monde extérieur. Charlie a appris par sa mère et d'autres membres de sa famille que son père était profondément déçu par lui. Cependant, cela n'était rien comparé à la réaction de sa femme face à la situation. D'autres détenus ont averti Floyd que les femmes ne t'attendront que quelques mois. Charlie ne voulait pas y croire, mais les faits parlaient d'eux-mêmes. Les lettres de Ruby sont devenues plus froides et moins fréquentes. À la fin de sa peine, Charlie ne recevait plus que des lettres de son avocat et la correspondance était strictement professionnelle. Ruby voulait divorcer. Pour Charlie, cette nouvelle fut comme un coup de poignard au cœur. Il finit par accepter le divorce qui fut prononcé en janvier 1929. Ruby obtint la garde exclusive de leur fils, Dempsey, qui venait d'avoir 4 ans. Charlie reprochait-il à son ex-femme de l'avoir trahi ? Non. Charlie était seulement en colère contre lui-même pour l'avoir mise dans cette situation. Et même si sa famille bien-aimée semblait désormais brisée, Floyd gardait encore une lueur d'espoir et se promit que dès sa sortie de prison, il retrouverait Ruby et Dempsey et essaierait de tout arranger. Il n'eut pas à attendre longtemps. Quelques mois plus tard, le 7 mars 1929, le jour de sa libération arriva. En quittant la prison, Charlie se jura de ne jamais y retourner. Il se rendit alors directement à la gare et acheta un billet. Kansas City, où Floyd arriva, était une ville très animée. Tout chauffeur de taxi qui se respectait savait où emmener un client pour satisfaire ses envies d'alcool illégal, de jeux d'argent et de femmes. Cela semblait être l'occasion idéale de se laisser aller, mais pas pour Charlie, qui semblait incapable de faire 2 pas sans s'attirer des ennuis. On ignore exactement comment Floyd s'y est pris, mais peu de temps après sa libération, le 9 mars 1929, il fut arrêté par la police de Kansas City. Il est peu probable que Charlie ait eu le temps de faire quoi que ce soit en si peu de temps. Il est plus vraisemblable qu'il ait simplement paru suspect aux yeux des forces de l'ordre locales. Heureusement pour Floyd, après un court séjour en cellule, il fut libéré avec pour instruction de retourner en Oklahoma, où, selon la police, était sa place. Kansas City était généralement accueillante envers les anciens détenus, mais seulement s'il y avait certaines relations. N'en ayant aucune, Charlie quitta Kansas City et se dirigea vers le sud en direction de l'Oklahoma. Cependant, il n'avait pas l'intention d'aller directement à Aiken. Charlie savait que son frère Bradley avait déménagé avec sa famille plus à l'ouest, vers les champs pétrolifères de Seminole, et c'est là qu'il se rendait. Bradley écrivit à Chuck pour lui parler du développement rapide de l'industrie pétrolière et lui proposa un emploi, ce qui n'était pas une mauvaise opportunité. Charlie était prêt à tenter sa chance, même si, au fond de lui, il rêvait de gagner sa vie plus facilement. Bradley et sa femme Bessie accueillirent Charlie dans leur petite maison, où ils vivaient avec leurs 4 fils. Ensemble, ils se rendirent à Aiken pour rendre visite à ses parents. Mamie était si heureuse de voir son fils qu'elle en pleura. Walter, en revanche, lui réserva un accueil très froid. Au cours d'un dîner organisé en son honneur, Charlie apprit les dernières nouvelles concernant la politique et la vie familiale des Floyd. Il a également découvert quelque chose au sujet de Ruby et de son fils, et cela ne lui a pas plu. Les parents de son ex-femme avaient déménagé dans le nord, et Ruby et le petit Dempsey les avaient suivis. Mais il y avait un autre problème. Ruby semblait avoir trouvé un autre homme. Après avoir entendu ces ragots, Charlie et la famille de Bradley sont retournés à Earlsboro, où Chuck s'est immédiatement rendu dans les champs pétrolifères. Il réussit à trouver un emploi de bricoleur, mais fut rapidement licencié, probablement parce que son patron avait entendu des rumeurs selon lesquelles son nouvel employé était un ancien détenu. Floyd était déçu. Il était désormais clair que la voie vers un emploi normal lui était fermée. Il en avait assez de retourner à l'agriculture et n'avait aucune motivation pour travailler dans les champs. Sa femme et son fils étaient partis.
Après y avoir réfléchi pendant un certain temps, Charlie en est arrivé à la conclusion qu'il ne lui restait qu'une seule option, qui n'offrait qu'une maigre lueur d'espoir. Il décida de reprendre la contrebande d'alcool et se rendit à Kansas City. Sa seconde visite dans cette ville animée ne fut pas meilleure que la première, où Charlie, comme vous vous en souvenez, avait été arrêté pour pratiquement rien. Le 6 mai 1929, il fut incarcéré pour vagabondage et suspicion de vol. Cependant, Charlie fut libéré le lendemain et se dirigea immédiatement vers l'ouest. Le 9 mai 1929, il fut arrêté à Pueblo, dans le Colorado, à nouveau pour vagabondage. Les circonstances de son séjour à Pueblo restent floues. Chuck affirmait qu'il cherchait simplement du travail, mais il est plus probable qu'il était impliqué dans le transport d'alcool de contrebande entre Kansas City à Pueblo. Les autorités de Pueblo, qui avaient renforcé les mesures contre les vagabonds, infligèrent à Chuck une amende de $50 et le condamnèrent à 60 jours de prison. Après avoir purgé sa peine à Pueblo, Chuck loua une chambre à Kansas City à la fin du mois d'août 1929 et poursuivit ses activités de contrebande d'alcool. Et devinez ce qui est arrivé à Charlie quelques jours plus tard. Exactement, le 2 septembre, il a été arrêté à nouveau à Kansas City. Cette fois-ci, il a donné le nom de Joe Scott et a été rapidement relâché. Mais le 17 septembre, il a été arrêté une nouvelle fois et interrogé au sujet du cambriolage de l'usine Sears, Roebuck & Co. Cependant, lorsque l'alibi de Chuck a été confirmé, il a été relâché. Ainsi, au cours des 6 mois qui ont suivi sa première libération, Charlie a été arrêté 5 autres fois, pratiquement sans raison. Une fois toutes ces arrestations terminées, une triste nouvelle attendait Charlie en novembre. Le 14 novembre, Walter Floyd, ivre, se battit avec son rival Jim Mills à Aikens à propos d'un différend concernant des matériaux de construction. Lorsque Walter s'est enfui dans la rue, Mills, qui a déclaré plus tard avoir cru qu'il allait chercher une arme, a sorti son pistolet et a tiré sur Walter à bout portant. Le tribunal, auquel Charlie était également présent, a déclaré Jim Mills non coupable. Peu après, Mills a quitté Aikens. Lorsque Charlie Floyd est devenu un criminel notoire plusieurs années plus tard, beaucoup se sont souvenus de cet incident et ont conclu qu'il avait vengé la mort de son père en tuant Mills. Les partisans de cette théorie ont même trouvé un puits abandonné où Floyd aurait pu cacher le corps. Cependant, les chercheurs sont aujourd'hui presque certains à 100% qu'il ne s'agit que de rumeurs. Mills a en fait déménagé sur la côte ouest, où il mourut bien plus tard. Après avoir enterré son père, Charles Floyd est retourné dans le Missouri, où il a continué à tisser des liens dans le milieu criminel. C'est à cette époque, à la fin des années 1920, alors que l'ère de la contrebande d'alcool touchait à sa fin, que Charles Arthur Floyd reçut le surnom de Pretty Boy, qui allait entrer dans l'histoire. Ce surnom lui a été donné par Beulah Baird lorsqu'elle l'a rencontré pour la première fois à Kansas City. Charlie Floyd rencontra Beulah Baird H autour d'une table de jeu chez sa belle-mère, Sadie H, qui louait volontiers des chambres à divers hors-la-loi. Floyd, qui était bien habillé et avait fait fortune dans la contrebande d'alcool, attira l'attention de Beulah. Elle lui apporta une bière et l'appela Pretty Boy, après quoi la chance sourit à Floyd de jeu. Bien qu'il n'aimât pas ce surnom, celui-ci lui resta et fit partie intégrante de son image. À Kansas City, Floyd s'est fait non seulement des amis, mais aussi des ennemis, ces derniers étant beaucoup plus nombreux. Selon les mémoires de son ami James Henry Odette, Floyd était très populaire auprès des filles de la région. Parmi ses fréquentations, il y avait des prostituées qui devaient verser des pots de vin à certains policiers pour pouvoir continuer à exercer leur activité professionnelle. Floyd, en vrai gentleman, décida de les défendre et de les débarrasser de ces paiements inutiles, ce qui n'améliorera évidemment pas sa réputation auprès de la police. De plus, certains détectives influents de Kansas City ont remarqué Charles en compagnie de personnages criminels suspects et ont commencé à le surveiller. Certains agents des forces de l'ordre, comme le capitaine Thomas Higgins, ont même essayé de remettre Charlie sur le droit chemin. Inutile de dire que cette tentative n'a abouti à rien. En résumé, Floyd s'est progressivement retrouvé dans une situation où il était opposé à la fois aux policiers corrompus et aux policiers honnêtes. Au moins, les filles du coin l'adoraient. Lorsque la pression de la police de Kansas City devint insupportable, Charlie finit par céder à la persuasion de ses anciens compagnons de prison, James Bradley et Bob Amos, qui le poussèrent à quitter la ville et à chercher une activité plus lucrative ailleurs. Après avoir dressé une liste des banques de l'Est qui semblaient être des cibles faciles, ils proposèrent à Floyd de se joindre à eux. Pour Charlie, qui avait grandi en écoutant les histoires de Jesse James et Henry Starr, c'était une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Ainsi, au début de l'année 1930, Charlie Floyd et son équipe partirent en mission de repérage.
Quittant Kansas City, ils traversèrent plusieurs États du Midwest et s'installèrent dans un bungalow loué à Akron, dans l'Ohio. En chemin, Charlie, James Bradley et Bob Amos furent rejoints par d'autres criminels, parmi lesquels nous ne pouvons citer avec certitude qu'un voleur appelé Jack Atkins, originaire de Toledo. Nellie Maxwell, une voleuse à l'étalage de Kansas City, également connue sous les noms de Nellie Denny et Mary Maxwell, rejoignit également leur équipe, assumant le rôle de femme de ménage. La première cible du gang était la Farmers and Merchants Bank à Sylvania, dans l'Ohio. Le 5 février 1930, la voiture des voleurs s'est arrêtée devant le bâtiment de la banque. Charlie et ses 4 complices étaient à bord. Les criminels étaient bien habillés et ne portaient pas de masque. L'un d'eux est resté au volant, tandis que les autres se sont dirigés vers la banque. Laissant 2 amis monter la garde à l'entrée, Charlie s'est dirigé vers l'arrière de la banque, tandis que le dernier voleur a commencé à intimider les employés. À l'arrière, Charlie a rencontré le caissier, John Ifland, qui avait déjà réussi à claquer la porte du coffre-fort et à activer un dispositif empêchant son ouverture avant 17h. En apprenant cela, Charlie a menacé de tuer le caissier s'il n'ouvrait pas le coffre-fort dans les 2 minutes. Les témoignages divergent sur ce point. Certains ont déclaré que Charlie avait frappé le caissier à la tête avec son arme et l'avait jeté à terre, tandis que d'autres ont affirmé qu'un autre voleur avait commis cet acte. À ce moment-là, les complices de Charlie ont tenté de convaincre d'autres employés d'ouvrir le coffre-fort, mais grâce aux efforts de Johnny Fland, eux aussi ont échoué. Dans le hall, les autres voleurs retenaient 2 clients, Chris Rump Jr. et son père âgé de 82 ans, Chris Rump Sr., sous la menace d'une arme. Dans toute cette agitation, les voleurs ont commis une grave erreur en alignant les employés de la banque devant les fenêtres donnant sur Monroe Street. Un employé d'une station-service située de l'autre côté de la rue les a remarqués et l'a signalé au propriétaire de la station qui se trouvait être également le vice-président de la banque. Celui-ci a déclenché l'alarme et a demandé à l'opérateur d'avertir le shérif et la police de Toledo. Ainsi, alors qu'ils tentaient encore de résoudre le problème du coffre-fort verrouillé, les gangsters ont soudainement entendu le bruit des sirènes et ont réalisé qu'ils avaient désormais 2 problèmes. Charlie, qui a réagi plus rapidement que les autres, a crié qu'il était temps de partir, et après avoir pris de l'argent dans les caisses, les voleurs se sont précipités vers la sortie et sont montés dans une voiture. Le chef des pompiers et son assistant se sont précipités à la poursuite dans un camion de pompiers, armé d'un fusil. Ils n'ont pas réussi à rattraper les voleurs, mais ils ont réussi à mémoriser le numéro d'immatriculation de la voiture et à le communiquer aux autorités. De retour à leur cachette, les voleurs se sont partagés le butin, qui s'élevait à seulement $2000. Mais ce n'était que le début. Ils étaient convaincus que la prochaine fois, ils obtiendraient un butin plus important, et, se réconfortant avec cette pensée, le gang a commencé à planifier un nouveau vol. Cependant, la police n'allait pas rester les bras croisés, ce qui a conduit aux événements du 8 mars 1930. Cette nuit-là, la police a ratissé la zone et a découvert un groupe d'individus suspects quittant l'établissement de la famille Gainon. Selon les rapports de police, vers 1h30 du matin, Burt Walker, Bob Amos, Mary Maxwell et Bertha Gainon ont quitté l'établissement dans un état d'ébriété légère. Ils sont montés dans une voiture et ont pris la fuite. Remarquant les voitures de police qui les suivaient et étant sous l'emprise de l'alcool, le conducteur a fait une embardée et s'est écrasé à un carrefour. Les agents arrivés sur les lieux ont arrêté le conducteur et le passager, laissant les femmes indemnes. Mais Burt Walker a alors sorti une arme, a tiré sur l'agent à l'estomac et s'est enfui. L'agent blessé a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il est décédé quelques jours plus tard. Son collègue a trouvé le revolver supposément utilisé pour tirer le coup de feu caché près de la maison des Gainon. La police a fouillé les lieux et les preuves qu'elle a trouvées l'ont conduite au cottage où vivait le gang. Vers 17h45, soit 14 heures après l'incident, un groupe de policiers a fait irruption dans le cottage. Dans l'une des pièces, ils ont trouvé et arrêté Burt Walker, blessé, Mary Maxwell, qui était en train de nettoyer ses blessures, et Charlie Floyd, qui essayait de se cacher sous le lit. Walker a été accusé de meurtre au 1er degré pour avoir tué le policier. Au cours de l'enquête, il est apparu que Charlie et ses complices étaient impliqués dans le braquage de la banque Sylvania un mois plus tôt, et Floyd et Amos ont donc également été inculpés. Charlie a été temporairement transféré à la prison de Toledo. Le 14 novembre 1930, le jour où il devait comparaître devant un juge, Chuck a réussi à s'échapper du salon de coiffure de la prison et à se joindre à plusieurs visiteurs qui quittaient le bâtiment. Il avait presque franchi l'enceinte de la prison lorsqu'il a été rattrapé par un agent qui marchait dans la direction opposée. Après avoir échoué dans sa tentative d'évasion, Charlie se rendit au tribunal et plaida coupable. Il fut condamné à une peine de 12 à 15 ans de prison.
Pour Floyd, qui avait juré de ne plus jamais retourner en prison, ce fut un véritable désastre. Le jour arriva où Charles Floyd devait être transféré vers un établissement pénitentiaire à Columbus, dans l'Ohio. Le 10 décembre 1930, Floyd et d'autres prisonniers furent embarqués dans un train. Lorsque le train s'est approché de la ville de Kenton, sur la rivière Scioto, Floyd a réussi à se libérer de ses chaînes, profitant de l'inattention des gardes, qui jouaient aux cartes ou dormaient. Charlie a alors bondi, brisé une fenêtre, plongé à travers le trou de la fenêtre brisée et disparu. Nous savons ce qui s'est passé ensuite grâce à Charlie lui-même qui, 2 ans plus tard, alors qu'il était en fuite, a accordé une interview à la journaliste Vivian Brown de l'Oklahoma. Voici ce qu'il lui a raconté. « Au lieu de me lever d'un bond et de m'enfuir, je suis resté allongé, immobile, comme je ne l'avais jamais été de ma vie, et j'ai essayé de ne pas respirer. À plusieurs reprises, les gardes ont failli marcher sur moi. J'aurais pu tendre la main et attraper l'un d'eux, mais la chance était de mon côté et la nuit était noire. Ils ont continué leur chemin et je me suis glissé dans les roseaux où je me suis assis pour les observer. Après l'aube, se souvient Charlie, je me suis rendu chez un fermier. J'ai pris son fusil et je l'ai obligé à me conduire loin de là. » Floyd voyageait principalement la nuit, faisant du stop. Il préférait les routes secondaires qui traversaient les petites villes de l'Ohio, de l'Indiana, de l'Illinois et du Missouri. Bien qu'il souhaitât passer Noël avec sa famille en Oklahoma, Floyd se rendit immédiatement à Kansas City pour trouver un partenaire. Cet hiver-là, Willis Miller devint son partenaire. Contrairement à Burt Walker et à d'autres personnes que Floyd avait connues à Toledo et à Akron, Miller était plus jeune que Floyd. Il avait grandi à Ironton, dans l'Ohio, et était connu pour sa cruauté. Un épisode notable de la biographie de Miller, surnommé Billy le tueur, fut le meurtre de son propre frère Joseph, lors d'une fusillade pour une femme. Miller a été jugé pour meurtre, mais acquitté pour légitime défense. Néanmoins, le juge l'a condamné à plus d'1 an d'emprisonnement à la prison du comté de Beaver. Miller s'est opposé à cette peine relativement courte et s'est souvent évadé de prison, ce qui a fait de lui un homme recherché dans plusieurs États. Lorsque Miller et Floyd ont commencé à travailler ensemble, ils se rendaient souvent chez Mother Ash à Kansas City, où vivaient 2 jeunes femmes, Beulah et Rose, qui étaient liées au fils du propriétaire de la maison. Floyd était amoureux de Beulah, la même fille qu'il avait appelée Pretty Boy, et Miller était amoureux de sa sœur Rose. Cependant, Beulah était mariée à William Ash et sa sœur Rose était mariée au 2e frère, Walter, ce qui, bien sûr, créait ainsi un terrain fertile pour les conflits. En mars 1931, Floyd et Miller ont appris que les frères Ash avaient des ennuis à cause de trafic de drogue et qu'ils essayaient de s'en sortir en dénonçant leurs complices. Floyd craignait que les frères Ash ne les livrent à la police. C'était un risque trop grand pour un homme recherché pour vol de banque et évasion, et il semble que Charlie ait décidé de prendre les choses en main. Le 25 mars, vers 20h, Walter et William Ash quittèrent la maison de leur mère à bord de leur Chevrolet bleu. Les frères dirent à leur famille qu'ils allaient écouter une émission de radio sur la 8e rue. Cependant, Sadie Ash ne les crut pas et déclara plus tard à la police que ses fils avaient été attirés hors de la maison par la ruse. Selon Sadie, une femme avait appelé William plus tôt dans la soirée et après cet appel, les frères avaient décidé de partir. La voisine de Sadie a vu peu après la voiture des Ash suivie d'une autre, dans laquelle se trouvaient Charlie Floyd et Bill Miller. Ce furent les dernières heures des frères. Le 27 mars, leurs corps ont été retrouvés dans un fossé dans la campagne de Rossville, au Kansas. Les frères avaient été abattus d'une balle dans la nuque à bout portant. Leur Chevrolet bleu a été retrouvé calciné à proximité. La police a immédiatement soupçonné Charlie Floyd et Bill Miller d'avoir commis ces meurtres brutaux. Bien que Sadie Ash, la mère des hommes assassinés, ait réclamé justice, affirmant avoir reçu une lettre de menace anonyme de Floyd et Miller, aucune accusation n'a jamais été portée et le meurtre des frères Ash est resté non élucidé. Pendant ce temps, Rose et Beulah, les épouses des hommes assassinés, ont trouvé du réconfort dans les bras de Billy et de Charlie, respectivement. Peu après, les 4 hommes se sont lancés dans un voyage, d'abord vers l'Oklahoma, puis vers l'Est, en passant par l'Arkansas et le Kentucky. Selon une rumeur non confirmée, Floyd et Miller auraient volé $2000 à la Mount Zion Deposit Bank. Peu après, Charlie et Miller, accompagnés de leur nouvelle compagne, sont arrivés dans l'Ohio. On pense que les gangsters ont volé $1600 dans une banque de White House avant de disparaître à nouveau, sans laisser de traces. Les 4 voyageaient dans une berline immatriculée dans le Missouri. Ils ont rapidement attiré l'attention dans le centre-ville de Bowling Green, où les commerçants et la police surveillaient les étrangers depuis une semaine. Quelque chose dans cette joyeuse bande dépensière semblait suspect à tout le monde. Lorsque le groupe s'est présenté pour la 2e fois à la banque locale le 16 avril 1931, quelqu'un a appelé la police.
Le chef de la police de Bowling Green, Carl Shorty Gallagher et l'officier Ralph Kastner ont répondu à l'appel. Ils ont traversé le centre-ville en voiture de patrouille pour inspecter la scène du crime et évaluer la situation. La police a roulé lentement dans Main Street et a remarqué 2 femmes qui regardaient les vitrines des magasins. Quelques minutes plus tard, Charlie Floyd et Bill Miller ont rejoint Beulah et Rose. Ils s'apprêtaient à entrer dans le magasin pour acheter des robes à leurs compagnes. Dès que Floyd a vu les 2 policiers sortir de la voiture de patrouille avec leurs armes à la main, lui et Miller ont sorti leurs pistolets et une fusillade a éclaté. Floyd a réussi à blesser l'un des agents, tandis que Miller a été abattu. À proximité, Beulah a été touché à la tête, tandis que sa sœur a réussi à se mettre à l'abri. Charlie a continué à tirer jusqu'à ce que son arme soit vide, puis il s'est précipité dans la ruelle la plus proche et a couru vers l'endroit où leur voiture était garée. La police le suivit, mais Charlie était trop rapide. Des agents des forces de l'ordre, des journalistes et des citoyens curieux se rassemblèrent sur les lieux de la fusillade. Miller, gisant dans une mare de sang, fut recouvert d'un drap et emmené dans un funérarium local. Rose fut placée en garde à vue et Beulah reçut des soins médicaux d'urgence. Le lendemain, lors d'un interrogatoire intensif des sœurs Baird, la police reconstitua les événements. Les journaux de tout le pays ont communiqué sur la fusillade, révélant les vrais noms de nombreuses personnes impliquées. La mère des frères H, que nous connaissons déjà, après avoir appris par les journalistes de Kansas City la fusillade de Bowling Green impliquant les sœurs Baird et les suspects du meurtre de ses fils, a d'abord demandé « Ont-ils attrapé Pretty Boy ?» Son sourire s'est effacé lorsqu'elle a appris qu'il était toujours en fuite. Le surnom Pretty Boy était nouveau pour la plupart des journalistes, qui l'ont immédiatement adopté et l'ont inclus dans tous les articles suivants sur Charlie Floyd. À partir de ce moment, Charlie est devenu synonyme de ce surnom. Les sœurs Baird ont été placées en détention et interrogées au sujet des récents braquages de banque, mais elles ont finalement été relâchées faute de preuves. Pendant ce temps, dans l'Ohio, la chasse à Pretty Boy Floyd, accusé d'avoir tué un policier, était lancée. Le shérif du comté de Wood a annoncé une récompense de $1000 pour sa capture, ajoutant qu'il fallait faire preuve d'une extrême prudence en approchant Floyd, car il tirerait sans hésiter. La police pensait que Floyd tenterait de se cacher avec le gang Lee Cavoli à Toledo, un groupe criminel notoire impliqué dans la contrebande d'alcool et le racket à Détroit et dans l'Ohio. On pensait que Floyd avait payé le gang pour sa protection avec une partie de l'argent qu'il avait obtenu lors des braquages de banque à White House et Elliston. Grâce à une large couverture médiatique, la recherche de Pretty Boy Floyd est devenue une véritable chasse à l'homme à l'échelle nationale. Des informations sur sa localisation provenaient de restaurants, de cinémas et même d'églises. Floyd semblait être partout à la fois. En raison de l'abondance de témoignages contradictoires, il est très difficile de déterminer avec précision où se trouvait Charlie au printemps. À l'été 1931, Floyd se trouvait principalement dans l'Oklahoma et le Missouri, gagnant sa vie en faisant de la contrebande d'alcool et en s'occupant de Beulah Baird, qui se remettait de ses blessures. Le 20 juillet, la police de Kansas City et des agents fédéraux ont fait une descente dans un entrepôt soupçonné de stocker de l'alcool et y ont trouvé Charlie sur place. Lorsque les agents ont commencé à fouiller les lieux, Floyd s'est lentement levé de derrière une table. « Hé les gars, vous savez qui c'est ?» a crié l'un des agents. « C'est Pretty Boy Floyd !» Faisant semblant d'être ivre, Floyd tituba et jeta soudainement un objet sur le côté, détournant l'attention des agents pendant quelques secondes. Une fusillade éclata, au cours de laquelle Floyd réussit à s'échapper et à descendre les escaliers, se cachant dans une Chrysler Plymouth garée. 5 personnes ont été blessées dans la fusillade, dont une est décédée. La police de Kansas City avait désormais une bonne raison de retrouver Floyd. Rappelons que la même situation s'était déjà produite avec la police de l'Ohio, du Missouri, du Michigan et du Kentucky. Charlie trouva refuge dans les collines de l'Oklahoma. Il vivait principalement avec Bradley à Hillsborough, rendant visite à sa mère, son frère et ses sœurs dans le comté de Sequoia, ainsi qu'aux proches de son ex-femme Bixby, qui l'accueillait toujours à bras ouverts, même après son divorce avec Ruby. Charlie apportait des fleurs sauvages à son ex-belle-mère et vantait sa cuisine, et finit par la persuader de lui révéler où se trouvaient Ruby et son fils. Il se rendit bientôt à Coffeyville, dans le Kansas, et rencontra Ruby en personne. Son ex-femme avait suivi ses aventures dans la presse et savait évidemment à quel point il était risqué de s'engager avec Floyd, mais leur amour retrouvé avait pris le dessus sur toutes leurs craintes. Charlie était au 7e ciel, il s'était réconcilié avec Ruby et avait retrouvé son fils, qui avait maintenant 6 ans. La situation était toutefois assombrie par un petit détail, si l'on peut dire. Ruby avait un nouveau mari. Cet homme était Leroy Leonard,
était un boulanger travailleur qui avait appris à aimer Ruby et son fils. Lorsque Leonard, qui ne se doutait de rien, est rentré chez lui et a trouvé l'ex-mari de sa femme, également un criminel recherché, il a naturellement été choqué. Une bagarre a éclaté entre lui et Charlie, mais Ruby a réussi à les calmer et a empêché une rixe. À la tombée de la nuit, Ruby et Dempsey avaient fait leurs valises et étaient partis avec Charlie, laissant Leroy seul. Floyd conduisit Ruby et son fils dans une maison louée à Fort Smith, en Arkansas, où ils pourraient profiter un peu plus de leur vie de famille. Cependant, Charlie ne rompit jamais complètement sa relation avec Beulah Baird, lui rendant visite en secret de temps en temps. Charlie et Ruby se sont présentés à leurs voisins sous les noms de Jack et Ruby Hamilton. Leur fils devait répondre au nom de Jackie Hamilton et ses parents ont passé beaucoup de temps à lui apprendre à répondre à ce nom afin qu'il ne révèle pas accidentellement le secret de leur famille. Dempsey, alias Jackie, ne s'en souciait pas. Il ne savait pas qui était son père, mais il le trouvait formidable. Plus tard, il se souviendra du temps passé avec Charlie et Ruby comme l'une des périodes les plus heureuses de son enfance. Les Américains qui lisaient les journaux n'auraient jamais imaginé que le dangereux criminel et meurtrier Charles Floyd et le sympathique père de famille Jack Hamilton étaient une seule et même personne. Floyd emmenait son fils à la pêche, préparait des tartes et racontait des blagues. En parallèle, il continuait à commettre des vols. À la fin de l'été 1931, Charlie s'était trouvé un nouveau complice permanent, George Birdwell. Le duo fit ses débuts le 9 mars 1931 lorsqu'ils cambriolèrent une banque à Earlsboro, emportant environ $3000. Ce vol eut lieu peu avant que Charlie et Miller ne retournent à Kansas City et quelques semaines avant que les frères Ash ne soient assassinés au Kansas. Après cela, Charlie et Birdwell s'étaient séparés, mais le temps était venu de se retrouver. Bien qu'on leur ait attribué plus de vols qu'ils n'en avaient réellement commis, Chuck et Birdwell ont dévalisé 6 banques dans l'Oklahoma en 5 mois, entre août et décembre 1931. Le 4 août, ils ont cambriolé la Citizens Bank à Shamrock, une ville du comté de Creek, et se sont enfuis avec $400. Le mois suivant, ils ont commis 2 autres vols. Le 8 septembre, ils ont volé $1743 à la Morris State Bank, et le 29 septembre, ils ont dérobé $3850 à la First National Bank à Maud. Le braquage de Maud fut l'un des plus réussis. Chuck et Birdwell, armés d'une mitraillette et de revolvers, sont entrés et sortis de la ville avec une relative facilité. La police locale était presque certaine que George Birdwell était l'un des braqueurs, et les employés de la banque ont identifié l'autre lorsqu'ils ont vu une photo de Charlie Floyd. Le lendemain, le shérif du comté de Sequoia, George Chick, et d'autres agents des forces de l'ordre ont croisé Charlie et Birdwell près de Salisaw, alors qu'ils rendaient visite à la famille de Floyd. Après une brève fusillade, les suspects réussirent à s'échapper. Le 14 octobre, Charlie et Birdwell braquèrent une autre banque à Earlsboro, volant cette fois-ci $2498. Le 5 novembre, ils dérobèrent $2500 à la First National Bank de Konoha et 6 semaines plus tard, ils se rendirent dans le comté d'Oklahoma et volèrent $1162 supplémentaires à la Morris State Bank. Charlie a un jour plaisanté auprès des proches de sa femme en disant que la banque avait refusé de lui accorder un prêt pour acheter une bague à rubis et qu'il était donc heureux de pouvoir désormais retirer de l'argent chez eux. La méthode de braquage de Charlie et Birdwell était similaire. Ils arrivaient dans une petite ville pendant la journée et se rendaient directement à la banque. Pendant que leur chauffeur laissait le moteur tourner, Floyd et Birdwell entraient dans la banque et annonçaient leurs intentions, sans porter de masque ni se cacher d'aucune façon. Charlie était toujours vêtu d'un costume et d'une cravate, ses chaussures étaient cirées et ses cheveux lissés en arrière. Peut-être sentait-il qu'il devait maintenir l'image de Pretty Boy que la presse avait créée pour lui. Birdwell, quant à lui, se distinguait par son chapeau et ses bottes de cow-boy. Après avoir pris l'argent, il partait avec 2 ou 3 otages parmi les employés de la banque qu'il forçait à monter sur les marchepieds de la voiture afin que la police ne tire pas sur eux. La plupart des témoins ont affirmé que les gangsters essayaient d'éviter les fusillades et la violence. Au début de l'année 1932, la légende de Pretty Boy Floyd était devenue l'une des plus populaires du pays. Floyd ne pouvait plus supporter sa renommée. Il lui arrivait de plus en plus souvent de passer toute la journée avec sa famille, puis de lire dans les journaux les articles relatant les vols qu'il aurait commis pendant ce temps. Par exemple, le 14 janvier, selon les médias, Floyd aurait participé à 2 vols dans 2 villes différentes, ce qui était clairement une surestimation de ses capacités. En réalité, lui et Birdwell avaient cambriolé une banque à Castle et n'avaient pris aucune part au vol qui avait eu lieu un peu plus tard à Payden.
Au cours de la première semaine de janvier 1932, alors que les agents fédéraux et les adjoints du shérif fouillaient la campagne à la recherche de Pretty Boy et de ses complices, Charlie emmena discrètement sa femme et son fils hors de Fort Smith et déménagea à Tulsa. Il loua un bungalow en bois dans un quartier résidentiel agréable non loin du centre-ville. Bientôt, la police commença à recevoir des informations selon lesquelles Floyd et Birdwell avaient été vus en ville. Les détectives et les patrouilleurs passèrent au peigne fin les zones où Pretty Boy avait été vu pour la dernière fois. Et au cours de la deuxième semaine de février 1932, juste après le 28e anniversaire de Charlie, tout bascula. Tout d'abord, le 7 février, la police rencontra Floyd et Birdwell dans la rue. Une fusillade éclata entre les criminels et les forces de l'ordre, au cours de laquelle un policier fut blessé et Floyd et Birdwell s'échappèrent. Le 10 février, la police de Tulsa et les hors-la-loi s'affrontèrent une deuxième fois, ce qui se solda également par la fuite du célèbre duo. Environ 1 heure après la fusillade, une voiture qui semblait appartenir aux criminels fut retrouvée abandonnée. Grâce à une étiquette trouvée sur la batterie du véhicule abandonné, les enquêteurs se rendirent alors dans un garage, puis au domicile de Floyd sur East Young Street. Vers 5 heures du matin, le 11 février, 2 douzaines de policiers armés, dirigés par le sergent détective Lon Elliott, sont arrivés dans le quartier et ont encerclé la maison louée par Charlie. Craignant que Floyd et Birdwell ne tirent, les policiers étaient lourdement armés de fusils et de carabines, transportaient une grande quantité de gaz lacrymogène et disposaient d'un camion blindé. Lorsque l'équipe de détectives armés s'est approchée de la maison, Ruby et son jeune fils sont sortis par la porte d'entrée et ont disparu dans le quartier. Floyd et Birdwell étaient censés rester à l'intérieur. La police a encerclé la maison et s'est préparée à intervenir, puis une grenade lacrymogène a été lancée par l'une des fenêtres. Cependant, aucun bruit ne provenait de l'intérieur de la maison. Peu après, un employé de l'American Bankers Association, qui se trouvait à proximité, a fait le tour du pâté de maison et a informé le sergent que Floyd et Birdwell avaient quitté la maison discrètement par la porte arrière. L'opération était un échec. Cependant, la police réussit à arrêter l'ex-femme de Floyd et leur fils dans une gare routière du centre-ville quelques heures après l'échec du raid. Ruby refusa dans un premier temps de donner son vrai nom, se présentant sous le nom de Hamilton et affirmant qu'elle était arrivée d'Oklahoma City le 5 janvier et que son mari l'avait rejointe pour 2 semaines, après quoi elle ne l'avait plus revue. Une perquisition du domicile a permis de découvrir de nombreuses coupures de journaux détaillant les crimes de Floyd, ainsi que des articles récents du journal de Tulsa sur 2 fusillades avec la police dans la ville. Lorsque la police a montré à Dempsey une photo de Pretty Boy Floyd utilisée dans le magazine, le garçon le reconnut immédiatement et déclara fièrement que l'homme sur la photo était son père. Ayant obtenu une première confirmation de l'identité de Floyd, la police a continué à interroger Dempsey, qui leur a naïvement dit que son père fréquentait souvent George Birdwell, qu'il avait toujours beaucoup d'argent et qu'il lisait beaucoup de journaux. Ruby a compris qu'il ne servait plus à rien de nier et a avoué son identité, refusant de partager toute information supplémentaire. Ruby et son fils ont passé la nuit en prison sous haute surveillance et, le samedi 13 février, après plus de 36 heures, ils ont été libérés. La mère et le fils furent ramenés chez eux où des policiers aidèrent Ruby à remettre en ordre la maison, qui avait été saccagée pendant la perquisition. La surveillance de la maison d'East Young Street fut interrompue, mais Floyd n'était pas assez stupide pour y retourner. Lui et Birdwell passèrent le reste de l'hiver et du printemps à se déplacer. C'est pendant cette période qu'eut lieu l'un des rares meurtres confirmés commis par Pretty Boy Floyd. C'était le 9 avril 1932. Le shérif à la retraite de l'Oklahoma, Irv A. Kelly, et un groupe d'agents des forces de l'ordre ont tendu une embuscade à Floyd dans une ferme près de Bixby où vivait la famille de sa femme et où Ruby et Dempsey séjournaient la nuit. D'après les informations reçues, c'est là qu'ils ont rencontré Floyd. À un moment donné, Irv Kelly s'est séparé des autres et est tombé sur Floyd qui était arrivé en voiture à la maison et des coups de feu ont été tirés. Selon les aveux ultérieurs de Charlie, c'était une situation où seul l'un d'entre eux pouvait survivre et c'est Floyd qui s'en est sorti. Irv Kelly est mort sur le coup, mais Pretty Boy a également été blessé. 4 balles tirées par le shérif à la retraite l'ont touché. L'une d'elles lui a effleuré le scrotum et les autres l'ont touché aux jambes. Après cela, Birdwell l'a aidé à monter dans la voiture et à s'enfuir. Ils se sont arrêtés à Hillsborough où un médecin qu'il connaissait a aidé Floyd. Et le 21 avril, 12 jours après le meurtre de Kelly, Floyd et Birdwell ont braqué la First State Bank à Stonewall, dans l'Oklahoma. À l'été 1932, l'histoire des exploits de Charlie Floyd avait pris une ampleur encore plus grande. Le succès continu de Charlie à échapper à la justice rendait folles les forces de l'ordre du Midwest.
elles se trouvaient dans une impasse dans leur poursuite de Pretty Boy Floyd. La plupart des pistes se révélèrent exagérées ou fausses. Le 1er novembre 1932, après avoir commis 2 vols dans la ville natale de Birdwell, Earlsboro, Charlie et George décidèrent qu'il serait judicieux de se rendre dans la région de Floyd, à Salisaw. Et tant qu'ils y étaient, ils allaient cambrioler la State Bank. Ils furent rejoints par un nouveau membre de l'équipe, un Australien de 18 ans nommé Elliot, un garçon peu expérimenté, mais compétent. Ce fut peut-être le braquage le plus spectaculaire de la longue liste de Floyd. Mais avant d'en parler, clarifions la façon dont les citoyens ordinaires, pas les politiciens et les forces de l'ordre, mais les ouvriers, les agriculteurs et les femmes au foyer, voyaient Pretty Boy Floyd. On parlait de Charles Floyd presque aussi souvent que de la météo. Les enfants qui jouaient aux gendarmes et aux voleurs se disputaient le rôle de Pretty Boy Floyd. Ce n'était pas tout le monde, mais beaucoup soutenaient secrètement Charles. Dans les années 1930, le pays traversait une période difficile et le public était avide d'histoires passionnantes, en particulier celles mettant en scène des héros qui tenaient tête à la dure réalité. Les films de gangsters hollywoodiens tels que Little Caesar et The Public Enemy ont connu un énorme succès. Durant cette période de troubles sociaux, Charlie Floyd est devenu une sorte d'anti-héros, symbolisant la justice pour ceux qui en avaient été privés. Charlie était surnommé le Robin des Bois du Sud pour sa générosité envers les pauvres, et des rumeurs circulaient selon lesquelles il avait effacé des prêts hypothécaires lors de ses braquages de banque. D'après ce que nous pouvons en juger, ces rumeurs n'étaient pas entièrement infondées. Revenons maintenant au braquage de Salisaw, et vous comprendrez la raison de cette digression. Pour commencer, ce braquage n'était pas un secret. Les parents et amis de Chuck étaient au courant. Le grand-père de Charlie, Charles Murphy Floyd, était même venu d'Akins pour surveiller son petit-fils, pour ainsi dire. Lui et ses amis ont attendu Charlie près de la gare, discutant de la sécheresse, de la dépression et de politique. À leur arrivée à Salisaw, Chuck et ses complices se sont rendus en voiture à la banque. Avant de passer à l'action, Floyd est entré dans un salon de coiffure voisin, a salué ses connaissances et leur a dit sans embâche que lui et ses amis s'apprêtaient à braquer la banque locale. Les copains de Charlie réagirent comme une équipe de pom-pom girls lors d'un match de football. L'un de ses amis s'écria « Faites-leur vivre l'enfer !» Seul l'assistant caissier Bob Riggs se trouvait dans la banque. Charlie et George n'eurent donc pas trop de mal. Pendant que les gangsters rassemblaient l'argent, des clients entrèrent même dans la banque, que Charlie salua et pria de rester calme. Après avoir récolté 2530 $, Floyd et Birdwell ont pris l'assistant caissier en otage afin que personne ne les empêche de s'échapper. Elliot a démarré la voiture et ils ont pris la fuite à seulement 5 pâtés de maison de la banque où Riggs a pu s'échapper. Alors qu'il s'éloignait, Charlie lui a dit au revoir. À ce moment-là, le chef de la police Burt Cotton, qui se trouvait à proximité, n'a rien remarqué de suspect. Grand-père Floyd, quant à lui, a raté le braquage car il était pris dans une conversation avec ses amis. Des rumeurs circulèrent à Salisaw selon lesquelles Charlie aurait braqué la banque pour payer les soins médicaux de 2 amis blessés lors d'un affrontement avec la police, mais cela n'a jamais été confirmé. Par l'intermédiaire de tiers, Charlie donna une partie de l'argent à Ruby qui, avec Dempsey, emménagea avec sa famille. Là, le garçon alla à l'école et aida son grand-père et ses oncles à la ferme. À peine 2 jours plus tard, Charlie Floyd a pris part à un autre événement apparemment absurde. Il a accordé une interview. Une journaliste ambitieuse nommée Vivian Brown, qui rêvait d'écrire une biographie du célèbre beau gosse, a passé beaucoup de temps à parler à ses amis et à ses proches, les suppliant d'organiser une rencontre avec lui. Finalement, sa demande a été transmise à Charlie par écrit, et il a accepté. Le 13 novembre, vers 16h, Brown rentra chez elle après avoir suivi des cours de sténographie à l'école de commerce de Muskogee, et vit un inconnu qui l'attendait dans une voiture. Ils roulèrent plus de 30 miles sur des routes secondaires et s'arrêtèrent près d'un bosquet de noyers. Une Ford marron était garée là. Un jeune homme vêtu d'un élégant costume, d'une chemise blanche et d'une cravate est sorti de la voiture. Vivian Brown l'a immédiatement reconnu. C'était Charlie Floyd. Pendant plusieurs heures, Charlie a répondu aux questions de la journaliste, lui racontant sa vie depuis son enfance jusqu'à présent. Tout au long de l'interview, Floyd s'est montré poli et cohérent, sauf lorsqu'on lui a demandé le nombre de braquages qu'il avait braqués. Il a d'abord répondu 32, puis a déclaré qu'il y en avait plus de 60, ce qui était une nette exagération. Bien que la journaliste n'ait jamais écrit de livre sur Floyd, elle a préparé une série d'articles sur les criminels. Dans des articles publiés dans l'Oklahoma News en 1934, Brown a écrit que l'image de Floyd en tant que Robin des Bois moderne était confirmée par de nombreux faits. Comme le célèbre voleur des forêts anglaises, il volait de l'argent dans les banques et le partageait avec les pauvres. Mais plus les gens parlaient de Floyd,
plus ses poursuivants devenaient acharnés. Des avis de récompense pour sa capture ou sa mort apparaissaient partout. Charlie ne pensait plus que c'était un jeu. Il était désespéré. En novembre, le gouverneur Murray a admis aux journalistes que Floyd avait fait savoir à 2 reprises par l'intermédiaire de parents qu'il se rendrait s'il était sauvé de la chaise électrique, mais le bandit a été refusé. Plus tard, Eugene Ham, secrétaire de l'association du barreau de l'Oklahoma, a déclaré encore plus ouvertement les intentions des autorités à l'égard des criminels. Citation : « Nous extorquons les banquiers de tout l'État à informer les habitants de leur ville que nous ne voulons pas capturer ces gangsters vivants. » Charlie n'avait aucune issue. La police le poursuivait partout. Et le 21 novembre, elle rattrapa George Birdwell. Ce jour-là, la police de Tulsa apprit que Ruby Floyd avait quitté l'hôpital où elle venait de subir une opération chirurgicale. Les forces de l'ordre attendaient l'arrivée de son ex-mari alors qu'elles étaient en service près de l'hôpital. Floyd lui-même se trouvait à Kansas City à ce moment-là, mais la nouvelle que Ruby s'était rétablie et avait besoin d'argent pour payer ses frais médicaux parvint à Birdwell à Earlsboro. Bien que Birdwell connaissait bien Ruby, il ne pouvait pas l'aider. Il a décidé de braquer la Farmers and Merchants Bank à Bowley, une petite ville du comté d'Okfuskee, et a rapidement trouvé 2 complices. Mais le braquage a échoué. L'un des employés de la banque est entré dans la chambre forte où un fusil était caché et a tiré dans le dos de Birdwell. L'ami de Floyd est mort presque immédiatement. Ruby a quitté l'hôpital, payant ses frais médicaux avec l'argent de son père. Peu après, elle arriva aux funérailles de George, accompagnée de la femme et des enfants de Birdwell et de 50 autres personnes en deuil. Soit dit en passant, la légende raconte que Charlie Floyd est également venu dire adieu à son ami. Certains hommes ont déclaré avoir vu Pretty Boy vêtu de vêtements féminins et coiffé d'un voile, pleurant sur le cercueil de Birdwell. Une dame de Morris, dans l'Oklahoma, a déclaré que Floyd avait emprunté les vêtements de sa mère pour les funérailles de Birdwell et a juré qu'elle avait une photo de lui portant une robe, mais que celle-ci avait malheureusement disparu. En réalité, il s'agissait très probablement d'une invention. Bien sûr, Charlie était profondément attristé par la mort de Birdwell, mais se présenter à ses funérailles, qui étaient surveillées par la police, aurait été suicidaire. À l'été 1933, sous l'impulsion conjointe du FBI et de la presse, une ombre sinistre ternit la réputation de Robin des Bois de Charlie. Le 17 juin, une fusillade sanglante a eu lieu à l'entrée principale de la gare Union Station de Kansas City, tuant 5 hommes, dont un agent du FBI. À l'époque, cet événement était le 2e plus choquant pour le public après l'enlèvement du bébé Lindbergh. Il n'a pas été possible de déterminer avec certitude qui en étaient les auteurs. Cependant, sur la base de preuves insuffisantes et de témoignages oculaires vagues, Hoover et les autorités de Kansas City ont attribué la responsabilité de ce massacre à Pretty Boy Floyd, alors qu'il n'y avait probablement joué aucun rôle. Charlie a passé la majeure partie des 6 premiers mois de 1933 à Cookson Hills et dans la zone pétrolière autour d'Earlsboro. Après la mort de George Birdwell, Floyd a contacté Adam Richetti, le dernier des nombreux compagnons à voyager avec Pretty Boy. Charlie était toujours en déplacement, mais en 1932 et 1933, il passa beaucoup de temps avec les Ringo, la tante et l'oncle de Ruby, qui avaient une maison près de Boynton, dans le comté de Muskogee. En mai 1933, Charlie rendit visite à sa mère à Salisaw. Il l'emmena à Aikins pour fleurir les tombes de membres de la famille et d'amis. De toute évidence, Charlie n'était pas vraiment d'humeur joyeuse, car il finit par montrer à Mamie l'endroit, à côté de la tombe de son père, où il souhaitait être enterré. Le 14 juin, un autre incident sanglant s'est produit, dans lequel Floyd a de nouveau été accusé à tort. À 14h, 3 hommes non identifiés ont cambriolé la Farmers and Merchants Bank dans la ville de Mexico, dans le Missouri, et ont pris la fuite. Peu après le braquage, le shérif du comté et un sergent ont arrêté une voiture suspecte à la périphérie de Columbia, dans le Missouri, afin d'interroger le conducteur et les passagers, et ont été abattus froidement. Plusieurs jours après les meurtres, les suspects n'avaient toujours pas été retrouvés, mais une femme nommée Lucy Clark a affirmé avoir été témoin du meurtre des patrouilleurs. Madame Clark a décrit le conducteur de la voiture en détail et, lorsqu'on lui a montré une photo de Floyd, elle a confirmé qu'il s'agissait de lui. Cependant, son témoignage s'est avéré erroné par la suite. Selon les chercheurs, Floyd ne se trouvait pas dans la ville de Mexico ce jour-là, et l'homme décrit par Madame Clark devait être beaucoup plus grand que Pretty Boy. En septembre 1933, accusé de meurtre, Charlie Floyd et son ami Adam Richetti ont fait leurs adieux à leurs proches et se sont dirigés vers l'est avec Beulah et Rosebeard, faisant quelques arrêts dans l'Ohio. Lorsqu'ils sont arrivés à Buffalo, dans l'État de New York, les couples ont loué un petit appartement sous de faux noms. Cet endroit est devenu leur refuge pendant les 13 mois suivants.
Leurs frais de subsistance étaient couverts par l'argent accumulé lors de leur précédent braquage. Les criminels et leurs compagnes quittaient rarement la ville, se limitant à quelques sorties occasionnelles pour faire des courses. La vie à Buffalo était routinière et recluse. À l'automne 1934, Floyd décida de rentrer chez lui, à la fois parce que ses ressources financières s'amenuisaient et parce que le mythe de son implication dans le massacre de la gare Union Station avait été en partie dissipé. Le 18 octobre, Floyd donna à Rosbaird ses derniers $600 et lui demanda d'acheter une nouvelle Ford. Vers 3 heures du matin, le 19 octobre, le couple quitta Buffalo à bord de cette voiture. Leur destination était le sud, où ils pourraient trouver refuge auprès d'autres hors-la-loi. Mais le voyage ne se déroula pas comme prévu. Tôt le samedi matin, en raison d'un épais brouillard et de routes glissantes, Chuck perdit le contrôle de la voiture près de Wellsville, dans l'Ohio, et percuta un poteau téléphonique. Aucun des passagers n'a été blessé, mais la voiture a été gravement endommagée. Craignant d'être découvert, Floyd a demandé aux sœurs Baird d'emmener la voiture à Wellsville pour la faire réparer et de revenir la chercher, lui et Ricchetti. Lorsque leurs compagnes sont parties, Floyd et Ricchetti ont allumé un feu et ont attendu. Mais les habitants de la région les ont remarqués et ont appelé le chef de la police de Wellsville, John H. Fultz, qui s'est rendu sur place avec ses adjoints pour vérifier l'identité de ces hommes suspects. S'approchant des voleurs, Fultz s'est présenté comme un ouvrier se rendant à une briqueterie. Bien qu'il ne portait pas d'uniforme, Pretty Boy a rapidement compris qui il était, et une fusillade a éclaté entre les fugitifs et Fultz. Ricchetti a été rapidement arrêté, son arme étant défectueuse, mais Floyd a réussi à s'enfuir. À la recherche d'un abri, il frappa à la porte d'un certain Theodore Peterson et lui demanda $10 pour l'emmener à Youngstown, une ville voisine. George McMullin, qui se trouvait là par hasard, saisit l'occasion de gagner rapidement $10, ce qui représentait beaucoup d'argent à l'époque de la Grande Dépression, et accepta. Tout se déroulait sans accroc. Effrayé à la vue de la mitrailleuse, McMullin conduisit Pretty Boy à travers les routes de campagne sans s'arrêter. Mais alors, pour la deuxième fois de la journée, un véhicule lâcha Floyd. La Ford de McMullin tomba en panne d'essence et cala. Charlie dut se rendre à nouveau à la maison la plus proche. Y trouvant un homme nommé James Baum, il l'a forcé à démarrer sa voiture et à les conduire. Pendant que Floyd se débattait avec ses problèmes de voiture, son identité avait été établie à Wellsville. Lorsque la voiture de Baum s'est approchée de la périphérie du village de Lisbonne, des agents les attendaient déjà. Des coups de feu furent tirés, mais en raison de l'agitation générale, les témoins en gardèrent des souvenirs divergents. Lorsque la fumée des coups de feu se dissipa, Charlie Floyd avait disparu. Armé de 2 pistolets automatiques Colt 45, il rampait sous la clôture la plus proche et disparut dans une forêt dense, connue sous le nom de Spence's Wood. Malgré la pluie battante, les troupes ratissèrent la zone à la recherche du fugitif, mais après 2 jours, leurs efforts restèrent vains. Certains adjoints du shérif et policiers pensaient que Floyd avait été mortellement blessé lors de la fusillade et qu'il était désormais décédé. En réalité, Charlie était vivant et indemne. Il passa 2 jours et 2 nuits à errer dans les collines, se nourrissant de noix et de fruits provenant de vergers abandonnés. Mais le 22 octobre, la faim obligea Floyd à retourner à la civilisation. À midi, Charlie arriva à la ferme de Robert Robinson. La fille du fermier, Mabel Wilson, lui proposa de se laver et lui offrit des biscuits au gingembre et des pommes. Peu après le départ de Charlie, le comptable Clyde Birch arriva à la ferme. En apprenant la visite et en recevant une description, il comprit qu'il s'agissait de Pretty Boy Floyd. Une brigade de police fut immédiatement dépêchée à ses trousses. Alors que les hommes de loi le recherchaient, à 3 heures de l'après-midi, Floyd apparut à la ferme de la veuve Helen Kunkel. Là, suivant les coutumes rurales d'hospitalité, la maîtresse des lieux ne pouvait refuser la demande d'un vagabond inconnu et lui offrit un repas complet. Puis, lorsque le frère de Madame Kunkel revint des champs, ils acceptèrent de conduire Floyd à Clarkson. Alors qu'ils s'éloignaient, 2 véhicules de police passèrent. En les voyant, Floyd comprit immédiatement qu'il était en danger. Il dut sauter de la voiture et courir à travers le pâturage le plus proche. 8 agents fédéraux et policiers le poursuivirent. Convaincus qu'ils avaient affaire à Pretty Boy, les agents commencèrent à tirer. Voici comment l'un des participants à la poursuite décrivit ce qui se passa ensuite. Une balle atteignit le bras de Floyd et lui fit lâcher son arme. La deuxième balle l'atteignit au côté et le fit tomber. Les poursuivants coururent alors vers Floyd, qui gisait sur le sol. Ils l'aidèrent à s'asseoir sous un pommier et tentèrent de l'interroger sur le massacre de Kansas City, mais Floyd refusa de leur dire quoi que ce soit. Selon des témoins, le dernier échange entre Charlie et l'un des agents fédéraux se déroula ainsi. « Êtes-vous Pretty Boy Floyd ?»« Je suis Charles Arthur Floyd. »« Mais vous êtes Floyd, n'est-ce pas ?»«
Je suis Floyd. À 16h25, Charles Arthur Floyd, âgé de 30 ans, était mort. Comme si l'on craignait que son cadavre ne prenne la fuite, la police lui a passé les menottes et lui a attaché les jambes. Melvin Purvis, qui dirigeait l'opération, a appelé J. Edgar Hoover et lui a signalé la capture d'un autre ennemi public. Le corps a ensuite été transporté dans un funérarium, et deux moments de cet événement retiennent notre attention. Tout d'abord, les policiers ont déchiré la veste de Floyd en morceaux et se les sont partagés, tels des fans qui auraient mis la main sur les vêtements d'un chanteur ou d'un acteur célèbre. Ensuite, notez la mention inscrite dans le registre du funérarium lors de l'examen du corps. 4 blessures, touchées à l'estomac. Si vous avez écouté attentivement le récit de l'arrestation de Floyd, vous devriez maintenant vous poser certaines questions. D'où venaient les 2 blessures à l'estomac qui ont causé sa mort? Première hypothèse, les 2 balles que le témoin de l'opération a omis de mentionner ont touché le criminel dans le flanc alors qu'il tentait encore de s'échapper. Il était donc mortellement blessé. Seconde hypothèse, Melvin Purvis, qui supervisait l'arrestation, a ordonné à son subordonné d'exécuter Floyd sur le champ. Cette version a été présentée en 1979 par Chester Smith, un capitaine de police à la retraite âgé de 84 ans. À vous de trancher. Les funérailles de Charlie Floyd furent les plus importantes de l'histoire de l'Oklahoma, rassemblant entre 20 000 et 40 000 personnes le 28 octobre, une journée d'automne exceptionnellement chaude. Charlie fut enterré à Aikins, dans le cimetière qu'il avait choisi un an plus tôt. Le cercueil a été placé dans un corbillard, suivi d'un cortège de voitures, de camions et de charrettes de près de 5 km. Beaucoup ont marché pour voir le cercueil descendre en terre. Certaines personnes ont fait la fête, mais la plupart ont sincèrement pleuré sa mort, en particulier les amis de Floyd originaires de l'Oklahoma. Pour eux, Charles n'était pas le gangster impitoyable Pretty Boy Floyd dépeint par la presse. Il était toujours Chuck, le bon vieux gars de la ferme.